Bienvenue dans ce nouveau focus présenté par Icon Biblio, le projet qui vous fait découvrir de beaux livres photos. Nous t'embarquons écouter nos invités, enchantés de partager leurs livres adorés. Bonjour, moi c'est André Copetti, je suis le gérant du Tipeee Bookshop, librairie photo à Bruxelles qui met en avant et qui défend les livres auto-édités et les petites maisons d'édition et surtout les récits qui se traduisent en photo. Eh bien, la librairie a 10 ans, 10 ans l'année passée. Il y a 10 ans, je n'étais pas libraire, je n'ai pas hérité de la librairie comme beaucoup de personnes. Moi, à la base, je viens du dessin et de la photographie. Donc, j'ai étudié 5 ans le dessin et après 5 ans la photographie. Et au bout des 5 ans, il y avait mon prof, Gilbert Vastenaken, peut-être que vous le connaissez, qui m'a dit, en fait, je trouve que c'est très, très bien comment tu vois la photographie, surtout parce que tu ne la vois que en séquence. Je ne la voyais que en séquence et dans le livre photo, qui, à l'époque, le livre auto-édité était encore relégué à tout ce qui était fanzine et pas aussi mainstreamé que maintenant. J'ai intégré sa maison d'édition pendant 5 ans. Et après 5 ans, il y avait la question, est-ce que j'ai envie d'ouvrir une librairie, une maison d'édition ou une galerie? Et il y avait quelque chose de l'ordre de la mise en danger dans une librairie en termes de ce que tu proposes, ce que tu défends et des personnes qui viennent, qui, moi, m'excitait beaucoup plus. Cette double activité entre recevoir des livres, les comprendre, les traduire et les expliquer à quelqu'un d'autre, c'était quelque chose qui était extrêmement excitant quand tu as toujours passé la plupart de ta vie à raconter des histoires. Et donc, tu passes de quelque chose où tu es un raconteur à quelque chose qui est de l'ordre de quelqu'un qui transmet un savoir, qui transmet des histoires, et aussi pas seulement comment le livre a été fait, mais aussi d'où vient la personne, d'où vient l'artiste. Parce qu'on n'arrive pas à faire un livre juste du lundi au mardi. On vient avec une histoire politique, on vient une histoire personnelle, et on vient aussi d'une école de photographie ou de graphisme. Donc, tout ça, c'était très compliqué, c'était une grosse masse d'informations, mais c'est quelque chose qui est extrêmement excitant à gérer et à traiter en termes de données. En fait, ça fait depuis 10 ans où j'ai accepté que je n'allais plus faire de photographie comme auteur, mais que j'allais aider les auteurs. Et je me sens très très bien là-dedans. Je n'ai aucun regret. Et c'est par les connaissances que j'égrène ou que j'amasse que je peux aider les personnes qui viennent et qui n'ont aucune idée de ce que l'offset ou la risographie peut être et une des idées de mise en page. Donc, moi, je suis tout à fait heureux de pouvoir transmettre ce que moi j'ai appris et ne pas dire aux autres, regarde mon image, regarde comment elle est belle, regarde comment j'ai fort travaillé. Les premiers, Michael Schmidt avec Unity and Height. Pourquoi Michael Schmidt? Une des premières claques que j'ai reçues en photographie et en séquençage, où principalement je ne comprenais pas le livre, en fait. Le livre se situait entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Et qu'est-ce qu'on connaissait, qu'est-ce que moi je connaissais de l'Allemagne? Rien. Et qu'est-ce que j'en connais après? Très peu, à part tout ce que l'histoire nous en a appris. Mais ce qu'on voit, c'est ce qui, en fait, Michael Schmidt a pavé tout ce que les gens ont fait par après. Ça veut dire à la fois de la photographie qu'il fait lui-même, des images qu'il récupère d'archives, et après aussi des images grises. Je ne dis pas grises par la surface, mais vraiment grises par la lecture qu'on pouvait en faire. Et donc, ce livre est toujours un peu une énigme. Et donc, c'est quelque chose que je tiens fort à cœur, et surtout parce qu'il a été réédité récemment par Walter Koenig. Et donc, c'est extrêmement important que d'autres personnes à notre époque puissent être complètement perturbées par ce livre, car il a beaucoup de bonnes graines dedans. Deuxième livre, qui date d'il y a quelques années, ce livre de Kazuma Obara sur Hiroshima et sur la bombe qui a explosé. Ici, un des très bons exemples d'un workshop qui se place au Japon et qui met en avant les livres auto-édités et surtout l'effervescence des récits, des différents récits. Ici, on a des éléments
des facsimilés, on a des images d'époque, on a des images actuelles. Deuxième Guerre mondiale, 1945, et le livre, dans son tirage originel, a été imprimé à 45 copies. Donc, je pense que entre les intentions de départ et le tirage, c'est quelque chose que de plus en plus on oublie, et on pense qu'un livre peut être imprimé à 700 copies sans que le tirage puisse être important. On arrive, peut-être le troisième pourrait être une grosse claque que j'ai eue l'année passée, à savoir le livre de Mir Muratet. Mir Muratet sur Paris Nord, aussi confrontant et frontal que Einheit, pour d'autres raisons. Ici, Mir Muratet va dans les pourtours de Paris, surtout les pourtours de Paris, le Paris du gouvernement ne veut pas voir. Il a une distance par rapport à ses sujets qui est extrêmement proche. Il les connaît, il ne passe pas là juste par hasard, il ne passe pas là juste un soir et après il repart. C'est quelque chose d'extrêmement proche et touchant. Ce livre me fait fort penser à la relation que Chris Killip a pu avoir avec les ramasseurs de charbon à l'époque thatchérienne. Ça pose la question, est-ce qu'on n'est pas toujours un tout petit peu dans ce système économique complètement vacillant, ou peut-être qu'il a même déjà vacillé. Mir Muratet a fait un autre livre après, qui représente Paris complètement vide. Je pense que comme tous les artistes, tous les photographes qui ont vécu le Covid, ils ont dû faire un livre. Je trouve un peu aussi politique, mais un peu moins fort que celui-ci. C'est Flore des friches urbaines. Et en fait, un autre type de résistance, c'est aussi cette résistance biologique qui pousse partout, même si certains ne veulent pas la voir, ne veulent plus la voir. C'est une façon de parler de politique sans pour autant montrer des manifs. Et je pense que il y a des bonnes leçons à prendre. On est déjà à 3. On pleure déjà, mais attention, ça continue. Quelque chose qui est assez compliqué d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue juste théorique. Comment écrire une lettre à sa mère quand on a un fils en photographie? Je pense que Olivier Cornil, alors on n'a que des livres jaunes ce matin, on dirait, a assez bien réussi ceci en lui faisant non pas un poème, mais en retraçant l'histoire de sa mère à travers à la fois des images qu'il a faites chaque fois qu'il passait là-bas, euh, des pièces rapportées, du texte qu'il a écrit lui-même. Alors évidemment, on n'est pas tous romanciers, mais c'est quelque chose qui est très très beau et très simple, et on se rend compte qu'en fait cette dame a eu une vie juste incroyable, euh, et qu'Olivier arrive à la retranscrire de manière extrêmement délicate et fine. Et évidemment, tout livre est fait souvent avec un graphiste. Ici, c'est Mathieu Litt. Allez, peut-être un dernier que j'affectionne tout particulièrement, parce qu'il rejoint mon passé, à savoir le dessin, mais aussi la photographie. Ici, Undertow de Damien Dauphren. On a à la fois une photographie, on pourrait dire, relativement classique, mais vu que Damien n'est pas juste photographe, il y a aussi une part graphique. Les deux nous amènent dans un tourbillon, peut-être dans un tourbillon non, mais on regarde le livre à partir d'un moment fixe et la Terre tourne autour de nous. Et on est juste là à la regarder tourner. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fascinant, avec beaucoup de poésie, des images qui, à la fois, sont pauvres et qui sont gardées pauvres, donc on ne les booste pas pour que les noirs soient parfaits. Ici, la graphiste Aneta de chez Blow Up a vraiment bien compris l'essence même du travail de Damien et l'a retranscrit de manière assez magistrale, je trouve. La librairie est constituée en constellation. Ça veut dire que ce livre dialogue avec un autre livre et le troisième avec un quatrième. Et c'est pour ça que dans la librairie, il n'y a pas vraiment de classement alphabétique. Il y a plutôt des zones de subjectivité. La Belgique, bien sûr, parce qu'on est ici. Après, il y a l'Asie, Japon, Chine, Inde. Mais après, il y a des histoires personnelles. Et donc, dans les histoires personnelles, tu peux retrouver à la fois des récits intimes, comme tu peux aussi retrouver des images de guerre. Après, il y a aussi une section plus politique, à savoir
tout ce qui est question de genre, question du corps, question sur des événements. Mais la majeure partie de la librairie est faite de récits personnels, et je défends ça. À savoir, les gens me demandent où est le portrait, où est le paysage, et je le dis dans cette zone-là, plus ou moins. Mais c'est un mélange. Et après 10 ans, ils ont commencé à accepter mon classement, en sachant que les 3 premières années, tout était mélangé. Et donc, les gens ne savaient pas où chercher. Et après, on m'a dit, Andrea, ça serait bien quand même que tu fasses quand même un tout petit peu des catégories. Ça m'a un peu brisé le cœur, mais j'ai dû le faire. Voilà. Et depuis, les gens se retrouvent un peu. Bah alors, ma clientèle, elle est principalement composée de graphistes, de collectionneurs, d'étudiants et de monsieur, madame, tout le monde qui, des fois, passent devant la librairie pendant 8 ans et tout d'un coup, ils rentrent et ils me demandent, mais qu'est-ce que vous faites ici, en fait? Et la plupart me demandent si je fais des photos d'identité. Un autre pourcentage me demande si je vends des bibles. Mais principalement, les personnes rentrent parce qu'ils ont été attirés par une image. Ils ont peur, souvent, ils ont peur de ne pas avoir le langage, la grammaire photographique. Et je les rassure tout de suite en leur disant qu'il faut juste se laisser avoir, se laisser prendre par des images, par des récits, et après ramener une petite perle à la maison. La démocratisation du livre photo passe par une compréhension complète des livres que tu proposes, qu'on propose. Ça veut dire que si tu vends du tapis, eh ben, tu ne vendras du tapis que par la couleur. Mais si tu connais les tapis et tu sais d'où ils viennent et tu sais comment ils ont été faits et pourquoi il y a ces motifs-là, métaphore nulle, eh ben, les gens ils vont rentrer dedans en fait. Et donc c'est très très simple, c'est aussi simple que ça. Tu dois connaître les livres que tu proposes et les histoires qui sont à l'intérieur, afin de leur dire, ce n'est pas juste des images noir et blanc, ce n'est pas juste des images couleurs, mais il y a tout ça autour en fait. Les distributeurs ou les diffuseurs ne passent presque jamais chez moi parce que depuis le début, ils ont compris que je cherchais les livres tout seul. Et donc, je n'attendais pas que les livres qui se retrouvaient dans les autres librairies à Bruxelles puissent se retrouver aussi chez moi. Je trouvais que c'était un non-sens d'être encore un autre point de chute pour les mêmes livres qui se retrouvaient au centre-ville. Et donc, les livres, je les trouve en cherchant tout le temps, de lien en lien, de commissaire d'expo qui me dit ah, tu devrais regarder cet artiste, suis-là ou suis-le, jusqu'au moment où il va faire un livre, parce que s'il est bien fait, ça peut être très très bien. Souvent, c'est le cas. Et après, il y a des personnes qui rentrent que je ne connais pas et qui me disent voilà, j'ai fait un livre. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je peux vous le montrer? Et c'est des personnes de Bruxelles, c'est des personnes de Finlande, c'est des personnes de l'étranger qui ont entendu parler de la librairie, de comment je défendais les livres et qui me font confiance. Et là, je ne peux que les saluer et les remercier. Alors, la question du dépôt ou de l'achat ferme, elle se pose et elle ne se pose pas. À savoir, quand quelqu'un me propose un livre du Japon, on ne peut pas faire de dépôt. Si quelqu'un est à Bruxelles, alors on essaie de faire un dépôt. Ou alors, si quelqu'un est à Bruxelles et que j'ai envie de participer à son économie culturelle, alors je fais l'effort de lui acheter les livres avec un autre pourcentage. Euh, la plupart, je pense, 90% des livres qui sont ici, je les ai achetés. Pourquoi? Non pas parce que j'ai plein d'argent, mais surtout parce que j'ai envie de faire la promotion de ce qu'ils font. À savoir, quand la personne fait son livre et que l'imprimeur est payé en premier, après, la personne doit les vendre. Sinon, il perd deux fois sa mise. Donc, le fait que les librairies prennent tout en dépôt, eh bien, ça affecte plus que ça ne diffuse le livre photo. Je pense qu'évidemment, il y a une économie, il y a différentes économies, mais il faut faire un effort pour acheter les livres aux auteurs pendant qu'ils sont vivants, encore une fois. Sinon, les auteurs ne vont plus jamais te faire de livres s'ils n'arrivent pas à retomber sur leurs pattes économiques. Mais la plupart des libraires attendent que les personnes viennent dans la librairie pour acheter les livres. Et ils ne font rien à côté. Ils font des événements, oui, mais qu'est-ce qu'ils font pour faire la promotion des livres qu'ils reçoivent et des coups de cœur, comme on a parlé avant, qu'on veut défendre? Si tu achètes des livres, ça veut dire que tu as eu un coup de cœur. Ça veut dire que tu vas le défendre à tout prix. Ça veut dire que tu vas le défendre sur Internet, tu vas le défendre en magasin et aussi en foire. C'est quelque chose d'extrêmement excitant. C'est un peu comme une drogue, mais c'est une très très bonne drogue parce qu'en fait, tu aides les artistes. Tu ne te mets pas juste toi en avant, en fait. Et en fait, même d'un point de vue politique et économique, les personnes qui prennent en dépôt
uniquement, qui ne prennent uniquement en dépôt, en fait, font croire aux personnes qui viennent visiter les librairies qu'il y a un tel marché, qu'il y a une telle abondance de livres, et c'est seulement, en fait, ils prennent des livres et ils les renvoient au distributeur tous les mois, tous les 2 mois. Et donc, évidemment, quand tu vas dans la librairie, tu vois toujours des nouveaux livres. Et tu te dis, oh, c'est incroyable, il y a tellement de livres photos. Et en fait, c'est juste un roulement, en fait. On veut juste montrer qu'il y a toujours de la nouvelle, plus de marchandises. Quand je pense que c'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux parce que ça fait peur à beaucoup de personnes. Et je pense qu'une stabilité par rapport à certains titres et que tu défends et tu dis, ça peut t'aider en peinture, en gravure, en photographie ou dans les mots-clés que tu cherches par rapport à ton travail maintenant, c'est quelque chose de beaucoup plus stable en fait que seulement dire oui, on peut vous trouver tout. On peut tout vous commander en fait. Je pense que des fois c'est un peu un leurre. Le fait d'expliquer pourquoi je ne reçois pas, je n'accepte pas une publication, ça fait aussi partie du cœur de la librairie, à savoir j'explique toujours mes choix. En fait, quand quelqu'un vient et me propose son livre et je dis malheureusement non, je ne vais pas le prendre, je lui explique pourquoi. Je ne dis pas juste non pour des données économiques mondiales. Je dis non pour telle et telle raison maintenant ou peut-être la prochaine édition euh, repasse pour me la montrer. Et les gens le font en fait et ils comprennent. Ce qui, moi, m'étonne toujours, c'est les centres culturels à l'étranger, l'énergie qu'ils développent pour mettre en avant quelqu'un qui est extrêmement local. Et eux, justement, des fois, je trouve, font beaucoup plus d'efforts que des librairies qui sont établies, qui ont des gestionnaires derrière et plusieurs personnes qui ramènent de l'argent. Moi j'en apprends beaucoup plus des petites structures que des toutes grosses. Les toutes grosses, c'est juste de la grosse économie avec de la trésorerie. Et donc, on essaye d'avoir les livres qui viennent de l'étranger avant les autres. Mais les petites structures, moi, je pense qu'il y a quelque chose à respecter et surtout à suivre, je pense, en termes d'énergie. Et je pense que c'est vraiment ça, ce qui est le moteur, c'est l'énergie que tu mets, que tu reçois et que tu renvoies dans le système, plus que l'argent. Une des autres activités de la librairie, c'est le fait de filmer les livres que je reçois. Pas tous, bien sûr, mais certains livres qui sont un peu plus compliqués, où il y a une manipulation plus fine. Je les filme tous les mercredis, le jour où je ne travaille pas, ou du moins la librairie n'est pas ouverte. Dans la librairie, dans une des deux grandes vitrines. Pourquoi là? Parce qu'il y a une lumière globale, une lumière de studio qui tombe sur les livres. Et c'est quelque chose qui est important pour moi, aussi pour comprendre certains livres. Il y avait un livre de Catherine de Blauer que j'avais filmé il y a quelques années que je ne comprenais pas. Je le feuilletais, je voyais qu'il y avait un succès, mais je ne le comprenais pas. Et en le filmant, en regardant mes mains le soir, en train de feuilleter, de tourner page par page, eh bien tout d'un coup, je me suis dit, mais oui, en fait, il y avait ça, du point de vue de la structure, et d'autres éléments qui étaient clés pour comprendre. Suite à ça, j'ai eu beaucoup de retours de la part de l'étranger qui me disaient, voilà, merci pour ces vidéos. Sans ces vidéos, on ne pourrait pas voir en vrai les livres et on devrait se limiter seulement aux images qu'on voit sur Internet ou sur le site de l'éditeur ou le site de l'artiste, qui des fois sont assez maigres. Comment les gens réagissent aux vidéos ou aux images que je fais sur les réseaux sociaux, c'est un grand mystère. Je pense que c'est quelque chose que je n'arrive pas à calculer, quantifier. Pour des raisons économiques, ça veut dire que les gens à l'étranger regardent souvent les frais de port et se disent, OK, chez Andrea qui a fait la vidéo, il y a tel frais de port, chez un autre, je gagne 2 euros. Et des fois, les gens finissent par économiser 2 euros et les achètent autre part. Peut-être parce qu'ils pensent qu'on est une grande famille de libraires et on est tous frères et sœurs, quand malheureusement, non, chacun doit gagner sa croûte. Par rapport au marché de l'édition, pour le moment, marché photographique, il est en hausse d'un point de vue des prix des imprimeurs, mais donc aussi des prix des livres. On peut le voir même chez des gros imprimeurs, chez des gros éditeurs type Mac. Les livres commencent à arriver à 75 euros, ce qui est énorme pour d'un point de vue factuel, la même facture en fait, la même facture du même livre, chez un éditeur, ça coûtera 75,
Chez un autre, ça coûtera 10 euros de plus qu'il y a 1 an et demi ou 2 ans. Donc oui, les prix ont augmenté. J'espère que ça ne va pas continuer, parce que sinon, ça va réduire les personnes qui lisent ou qui veulent se plonger dans la photo. Par rapport aux petits éditeurs, je pense qu'il faudrait se mettre beaucoup plus, mettre les ressources en commun. D'un point de vue des imprimeurs, d'un point de vue des relieurs, d'un point de vue des graphistes, afin que les petits éditeurs puissent aussi sortir en faisant beaucoup plus de compromis que les grosses maisons d'édition, mais en réalisant aussi quelque chose, en produisant quelque chose. Depuis la refonte du site internet du Tipeee, il y avait un élément qui était vraiment important pour moi, c'était l'onglet expert. Et dans l'onglet expert, je liste selon graphiste, pré-presse et imprimeur, toutes les personnes avec qui j'ai déjà travaillé ou dont j'ai déjà vu les livres ici et dont je peux dire aux personnes qui cherchent des contacts, vous pouvez aller là, je leur fais confiance. Et beaucoup de personnes m'ont dit, voilà, j'ai trouvé un imprimeur qui coûtait beaucoup moins cher et qui fait le même travail, très bon. Mais je ne le connaissais pas parce qu'il était soit en Lituanie, soit aux Pays-Bas, soit au sud de la France. Donc ça, c'est très, très bien. Je pense que la mise en commun des connaissances, c'est encore quelque chose il y a encore beaucoup de travail à faire. Plus après, maintenant, c'est entre 750 et 1500, je pense, Ouais. pour les gros éditeurs. Après, c'est toujours une question de l'imprimeur qui te dit, monsieur, vous, pour 1000 copies, vous avez ce prix-là. Pour 500 en plus, vous gagnez ça. Moi, je dis toujours aux personnes, n'imprimez pas plus, en fait. Parce que les 500 en plus, vous allez en faire des meubles chez vous, si vous n'arrivez pas à les vendre. Et ça, c'est vraiment déprimant de rester avec ses propres caisses, les caisses de ses propres livres, ou des caisses des auteurs qu'on défend, seulement parce qu'on a trop imprimé, en fait. Les jeunes éditeurs, c'est toujours un leurre. On se dit, oh, je peux y gagner en ayant plus. Mais je pense que avoir un tirage plus petit et continuer à réimprimer le même livre, ou alors de passer à un autre auteur, ça crée un phénomène de vie du livre qui est beaucoup plus intéressant. Et aussi, il y a beaucoup moins de risques. Après, il y a des personnes qui gonflent, hein, qui gonflent les livres, qui sont en train d'être vendus très rapidement. Et il y a des personnes qui achètent des livres pour après les revendre sur eBay directement ou sur Amazon. Ça, c'est une part du marché qu'on ne peut pas contrôler. J'avais eu l'idée avec un ami de faire signer les livres qui étaient commandés au nom, au nom de la personne qui l'achetait. Mais après, il y a des clients qui disent non, non, je vous achète 2 copies, mais je ne veux pas qu'il soit signé à mon nom. Euh, S'il l'offre à sa tante, c'est une chose. S'il le remet sur Internet, c'en est une autre. Alors, la formation que j'ai fait avant, c'était, alors accroche-toi, c'était en dessin pour enfants, illustration pour enfants. Mais il y avait déjà l'idée d'une construction d'histoire. Et après, c'était une section qui s'appelait Images, donc c'était photographie à l'ERG, à l'école de recherche graphique, ici à Bruxelles, qui n'est pas une école que de graphisme, mais qui est une recherche plurielle, poreuse. Donc tu avais cours avec des sculpteurs, des performeurs, des vidéastes, et c'était extrêmement enrichissant. Et cette porosité, je la réapplique dans la librairie, entre les différentes sections et les différents on peut parler de photographie en montrant aussi du dessin, en montrant aussi du collage et aussi en inscrivant la théorie dans le livre photo, où il y a à la fois de la théorie en anglais, en français, de la théorie extrêmement pointue, avec Hubert Damisch par exemple, ou des choses beaucoup plus simples à lire. Je pense que la porosité, tu dois l'inviter en fait. Mais il y a quelque chose d'un point de vue économique où les gens sont frileux. Ils sont frileux quand tu leur parles de roman graphique mélangé avec de la photo, mélangé avec du roman écrit. Soit tu es vraiment balèze et tu arrives à leur expliquer sans leur faire peur, soit tu fais des petites tentatives, un peu comme de la piraterie, et tu fais glisser quelques éléments au sein d'une librairie où l'enseigne dit librairie de photos. Mais je pense qu'une porosité dans un lieu culturel, c'est essentiel. Les bibliothèques, c'est ça, en fait, les bibliothèques publiques. Ce n'est que ça. On passe de l'architecture à la sociologie, on continue avec de la peinture, et je pense que les arts visuels ne sont faits que de ça, entre l'anthropologie visuelle, l'anthropologie de terrain,
je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas ça dans les librairies dites commerciales. Mais c'est quelque chose à défendre d'un point de vue théorique. C'est quelque chose à défendre tous les jours, c'est sûr. Il y a pas mal de bibliothèques, d'écoles et publiques qui viennent se fournir au Tipeee. Et souvent, et ça je leur remercie, c'est qu'ils me disent, on te fait confiance, tu nous fais une liste des 5 titres de ce trimestre qui sont pour toi les plus importants et on les prend à l'aveugle. Et ça, c'est une relation qui est extrêmement excitante parce que voilà, tu es vraiment commissaire d'expo, commissaire de bibliothèque. Et après, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est d'expliquer ce que je fais avec 25 kilos de livres dans certaines écoles. Et je leur dis, voilà, ça, pour tous ces livres, ils n'ont rien en commun, mais je vais vous expliquer pourquoi je les ai amenés ensemble. Et ça, c'est vraiment très, très chouette quand je fais ça à la demande de certaines écoles. Après, il faut que les personnes fassent. Ça veut dire qu'ils ne gardent pas ce qu'ils aimeraient faire dans leur tête, mais qu'ils fassent des maquettes, même des maquettes crapuleuses, comme je les invite à faire, plusieurs versions, les mettre au frigo, attendre une semaine et après les ressortir et voir, OK, est-ce que je suis toujours d'accord avec ça? Est-ce que je trouve ça nul? Est-ce que je dois recommencer et remettre le travail sur la table, quoi. Ouais. C'est essentiel. Mais c'est pas compliqué, hein. On peut faire ça en photocopie dans un premier temps et avoir une structure de travail qui te dit, voilà, au début, je travaille que sur la séquence et je ne regarde pas les couleurs. Après, je travaille sur les couleurs. Après, je travaille sur ça. Et après, je mets tout ensemble. Après, on a la chance, comme vous avez la chance en Suisse, d'avoir les Pays-Bas à côté de nous. Les Pays-Bas ont une histoire du livre et du livre d'image qui est beaucoup plus ancienne que la Belgique. Donc, on le voit aussi chez des graphistes suisses, mais surtout aux Pays-Bas, où il y a une connaissance du livre, il y a une connaissance du papier, il y a une connaissance de la séquence qui est vraiment beaucoup plus grande qu'en Belgique, des fois. Je ne m'attendais pas à ça, mais tu me poses des questions même économiques par rapport au livre. Et c'est des questions qu'il faut poser afin de démystifier des choses et pas seulement démystifier, mais aussi trouver des solutions. En fait, si on ne fait que démystifier un système, eh bien, on est toujours dans le flou, en fait. Mais si on commence à proposer des choses, des actes, pour remédier à la pénurie de papier ou la pénurie ou les prix qui gonflent, ben là, on arrive à faire école, comme on dit. Et il faut faire école, je pense. Chouette. Et je te remercie pour tout. Passe une bonne journée. Merci, tout de bon par Bruxelles. Et puis Merci. au plaisir. Ciao, ciao. Salut. Ce podcast touche déjà à sa fin. Vous pouvez retrouver les livres présentés ici sur notre page Instagram Icon Biblio, ainsi que notre format Focus, une capsule vidéo de cette interview. Merci pour votre écoute et à très bientôt.